Tu sais quoi? Woody, le cow-boy le plus gentil de l'animation, celui qui dit « il y a un serpent dans ma botte » avec la voix la plus rassurante du monde, à la base, dans le tout premier scénario de Toy Story, c'était un vrai enfoiré. Pas un peu chiant, pas juste jaloux, non, un tyran. Dans les brouillons originaux, Woody pousse volontairement Buzz par la fenêtre. Pas un accident comme dans le film qu'on connaît, un acte de pure méchanceté parce qu'il ne supporte pas d'être remplacé dans le cœur d'Andy. Et apparemment, même Tom Hanks, en studio d'enregistrement, aurait lâché un truc du genre « ce type est un vrai connard » en lisant ses répliques. Les projections tests ont été catastrophiques, le public détestait ce Woody-là, donc Pixar a dû tout arrêter, revoir la copie, réécrire des mois de travail. Et franchement, on leur doit une fière chandelle, parce que sans ça, on n'aurait jamais eu le duo culte Woody-Buzz qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà le truc hyper intéressant. Même après la réécriture, il reste des traces de ce Woody sombre dans le film final. Il est jaloux, il a peur d'être remplacé, et c'est littéralement ce qui déclenche toute l'intrigue du premier Toy Story. Il n'est pas juste le héros, il est aussi, à sa manière, le premier obstacle à surmonter. Et cette idée-là, Pixar va la recycler encore et encore dans toute la saga, au point que certains fans pensent que tous les méchants de la trilogie Toy Story sont en fait des versions alternatives de ce que Woody serait devenu s'il n'avait jamais appris à être un minimum altruiste. Et le meilleur exemple, c'est évidemment Lotso, l'ours en peluche à l'odeur de fraise du troisième film. Alors lui, perso, c'est un de mes méchants préférés de tout Pixar, parce qu'il coche toutes les cases. Mignon en apparence, terrifiant en réalité. Il dirige la crèche de la Sunnyside comme une véritable dictature. Il envoie les nouveaux jouets se faire massacrer par des enfants en bas âge, pendant que sa clique à lui profite du carré VIP réservé aux plus grands. Sauf qu'il a un passé qui explique tout, et c'est ça qui rend Pixar si fort dans l'écriture de ses vilains. Lotso a été le jouet préféré d'une petite fille, perdue par accident, puis remplacé. Il est rentré chez lui pour découvrir qu'il n'avait plus sa place. Amer, brisé, il a décidé que plus jamais il ne laisserait un enfant compter sur lui. Résultat, il fait subir aux autres exactement ce qu'il a vécu. Et c'est là que le parallèle avec Woody devient limpide. Lotso, c'est l'exact miroir inversé de Woody. Tous les deux confrontés à la même peur, celle d'être abandonnés, remplacés, oubliés par leur enfant qui grandit. Sauf que Woody choisit d'accepter le changement, d'aimer Andy même en sachant qu'un jour il partira. Lotso, lui, reste bloqué dans sa douleur. Et ça le pousse à trahir Woody et sa bande les yeux dans les yeux, à les envoyer littéralement vers l'incinérateur. C'est sans doute la scène la plus sombre de toute la filmographie Pixar, et le fait qu'on ait de l'empathie pour ce type jusqu'au bout, qu'on espère encore qu'il va se racheter au dernier moment, c'est ça, la vraie force du personnage. D'ailleurs, aux projections test, le public voulait à tout prix que Lotso change de camp à la fin. Les réalisateurs ont tenu bon. Et ils ont bien fait, parce que ça aurait complètement cassé le message du film. Parfois, les gens ne changent pas, et il faut savoir passer à autre chose sans eux. Bon allez, on change totalement d'univers, parce qu'il y a un autre méchant Pixar qui fonctionne exactement sur le même principe du miroir. Et c'est peut-être le plus flippant de tous. Charles Moons dans Là-haut. Alors oui, tout le monde se souvient de la scène d'intro, les 10 minutes qui ont brisé psychologiquement une génération entière de spectateurs. Mais Là-haut, ce n'est pas que ce montage-là, et son méchant mérite qu'on s'y attarde. Moons, c'est l'explorateur idole de Carl depuis l'enfance, celui qui a inspiré tout son rêve d'aventure avec Ellie. Sauf qu'après des décennies passées isolé aux chutes du paradis, obsédé par l'idée de capturer un oiseau rare pour laver son honneur, Moons est devenu complètement dérangé. Il a une armée de chiens parlants à ses ordres et il élimine littéralement quiconque se met en travers de sa route. Il y a cette scène, quand il révèle son vrai visage à Carl, qui joue clairement sur les codes du film d'horreur. Le ton qui bascule d'un coup, l'ambiance qui devient pesante, ce mec jusque-là hyper sympa qui se transforme en menace pure sans qu'on comprenne vraiment tout ce qu'il a fait dans le passé, et c'est justement ça qui glace le sang. Et encore une fois, comme avec Woody et Lotso, le vrai génie du personnage, c'est le miroir qu'il tend à Carl. Les deux vivent isolés du monde. Les deux sont hyper agressifs avec les intrus. D'ailleurs, on oublie souvent que Carl, au début du film, cogne carrément un ouvrier avec sa canne. Les deux sont accrochés à une promesse du passé. Sauf que Carl, lui, va réussir à faire son deuil, à lâcher prise sur sa promesse à Ellie pour vivre pleinement avec les nouvelles personnes qui comptent pour lui. Moons, lui, n'y arrivera jamais. Et ça va le tuer, littéralement, dans une chute depuis sa maison volante. Et ce qui est dingue, c'est que plusieurs fins alternatives ont été envisagées pour lui. Une version où il finissait par avoir une grande conversation avec Carl et reconnaissait ses torts, mais ça cassait complètement la tension du dernier acte. Une autre où il restait piégé à l'intérieur de la maison, mais ça n'avait aucun sens symbolique puisque la maison représente justement la prison intérieure de Carl, pas celle de Moons. Du coup, ils ont gardé la chute. Et Pixar tue rarement ses méchants, donc quand ça arrive, ça marque forcément. Bon, parlons d'un tout autre registre maintenant. Parce qu'il y a un film Pixar où le débat « Qui est le vrai méchant ?» divise carrément Internet depuis 15 ans,
c'est Ratatouille. Spontanément, tout le monde pense à Anton Ego, le critique gastronomique sauce Kerry qu'on dirait un croque-mort échappé d'un film d'horreur, bureau en forme de cercueil inclus. Le design de ce personnage, c'est du génie pur. Pâle, maigre, sa machine à écrire ressemble presque à un crâne. C'est l'élitisme culinaire incarné, le némésis direct de Gusto, le mentor défunt de Rémi, et il ne croit pas une seconde à la devise « tout le monde peut cuisiner ». Une de ses critiques assassines a même contribué à faire perdre une étoile au restaurant de Busto, précipitant indirectement sa mort. Sauf que Ratatouille lui réserve une des plus belles scènes de rédemption de tout le cinéma d'animation. Quand Ego goûte enfin le plat qui donne son titre au film, un plat tout simple, qui lui rappelle instantanément celui que faisait sa mère, on voit littéralement l'adulte cynique disparaître pour laisser place à l'enfant qu'il était. Il finit par écrire une critique où il reconnaît publiquement son erreur, où il défend la légitimité de ce petit chef, malgré ses origines improbables. Cette scène, des critiques et des journalistes du monde entier ont dit à quel point elle les avait marqués personnellement. Parce qu'elle pose une vraie question sur le pouvoir destructeur des avis négatifs et sur la difficulté de défendre les nouveaux talents. Mais il y a un deuxième méchant dans ce film. Et lui, on a tendance à l'oublier complètement, le chef Skinner, celui qui a repris le restaurant après la mort de Busto. On a presque envie de l'excuser, genre, il voulait juste pas de rats dans sa cuisine, c'est légitime, non? Sauf que non, ce type est une vraie ordure. Il veut tuer Rémi, il essaie de voler l'héritage de Linguini, et il exploite le nom de Gusto pour vendre une gamme de plats surgelés dégueulasses, littéralement l'opposé de tout ce que représentait la gastronomie du grand chef. Il n'a ni la classe, ni l'aura d'Anton Ego. Il est même limite ridicule dans ses plans foireux. Mais il a un truc que très peu de méchants Pixar réussissent à avoir. Il gagne, à la fin. Le secret de Rémi est dévoilé au grand jour. Le restaurant ferme définitivement. Bon, ça n'empêche pas nos héros de rebondir en ouvrant leur propre établissement, mais Skinner, lui, a quand même atteint son objectif initial de fermer la cuisine. Un méchant oublié qui gagne littéralement sa guerre, c'est suffisamment rare pour être souligné. Tiens, en parlant de patrons véreux, on peut enchaîner sur un autre débat interminable. C'est qui le vrai méchant de Monstres et compagnie? Naturellement, tout le monde répond Léon, le lézard violet au sourire narquois et au pouvoir de camouflage. Celui qui kidnappe Boo pour extraire son cri via une machine de torture. Il a clairement le physique de l'emploi, la voix, l'attitude, sauf qu'à la toute fin, on découvre que le vrai cerveau derrière toute l'opération, c'est Mr. Waternoose, le patron respecté de l'entreprise, celui qui admire sincèrement Sully depuis le début du film. Et c'est ça qui rend ce twist redoutable. Parce que Léon capte toute notre attention et notre méfiance, personne ne se doute une seconde de ce vieux monsieur bienveillant en apparence. Ses motivations à lui sont même presque compréhensibles. Il veut juste sauver son entreprise de la faillite énergétique. Sauf qu'il est prêt à kidnapper des milliers d'enfants pour ça. Et il le dit littéralement à voix haute dans le film, sans le moindre remords. Donc bon, débat clos, les deux sont des méchants, mais pas de la même façon. Waternoose, lui, incarne ce que Sully aurait pu devenir s'il n'avait jamais croisé la route de Boo, prêt à sacrifier ses valeurs pour préserver son statut. Léon, en revanche, n'est jamais vraiment un obstacle pour Sully, qui le domine physiquement sans trop forcer. Léon, c'est le méchant de Boo. C'est elle qui a peur de lui. C'est elle qui finit par vaincre cette peur en lui mettant une raclée à coups de batte de baseball dans la scène la plus jouissive du film. Bon, on va faire une pause dans les méchants classiques pour parler d'un cas totalement à part. Anxiété dans Vice Versa 2. Techniquement, ce n'est même pas une méchante, c'est une émotion, l'une des nouvelles arrivées dans la tête de Riley qui devient adolescente. Sauf qu'elle agit exactement comme une antagoniste pendant tout le film. Elle vire littéralement les autres émotions pour prendre le contrôle total de la vie de Riley. Avec un objectif au départ légitime, l'aider à réussir un match de hockey important. Sauf qu'elle en fait des tonnes. Elle met une pression monstrueuse sur cette pauvre ado, au point de littéralement déclencher une crise d'angoisse à l'écran. Il y a ce moment hallucinant où elle passe en mode super vitesse pour tenter de garder le contrôle, tellement rapide qu'elle paraît immobile. Paralysée, exactement comme Riley l'est à ce moment-là. Une métaphore visuelle d'une précision chirurgicale. Et pas étonnant, vu que des psychologues ont été consultés pendant l'écriture, exactement comme pour le premier film. Ce qui est malin dans ce personnage, c'est que Pixar ne la diabolise jamais complètement. Anxiété n'est pas montrée comme quelque chose de fondamentalement mauvais, elle essaie sincèrement de protéger Riley. Elle imagine juste tous les pires scénarios possibles pour la préparer. Son problème, c'est son côté tyrannique, exactement comme Joie dans le premier volet. Et à la fin, elle finit intégrée harmonieusement avec les autres émotions plutôt que bannie. Le message est clair, l'anxiété ce n'est pas un problème en soi, tant qu'on ne la laisse pas prendre toutes les commandes.
Passons à un tout autre registre, plus glaçant celui-là. Est-ce que tu te souviens du méchant de Coco, ce chanteur adoré de tout un pays, cette légende qu'on croit être le père spirituel de la musique mexicaine, et qui se révèle en fait être un imposteur et un meurtrier? Il a littéralement empoisonné son meilleur ami pour lui voler ses chansons et sa gloire, il a sali sa mémoire pendant des décennies, et cerise sur le gâteau, il essaie carrément de tuer un enfant pour protéger son secret. Un vrai monstre, sans la moindre excuse. Et il n'est même pas le premier tueur d'enfants du studio, puisqu'on vient de parler de Mons juste avant. Il y a clairement une catégorie à part chez Pixar pour les méchants qui n'hésitent pas à s'en prendre directement aux plus jeunes, et ce sont souvent ceux qu'on déteste le plus viscéralement. Parce que là, il n'y a plus aucune ambiguïté morale possible. Bon, revenons à un film qu'on oublie complètement, alors qu'il a un des méchants les plus solides de tout le catalogue, Mille et une pattes. Le borgne, chef d'une bande de sauterelles qui raquette chaque année une colonie de fourmis, c'est de la pure méchanceté jubilatoire, sans backstory tragique, sans excuses psychologiques, juste un tyran colérique qui adore terroriser plus faible que lui. Et il y a cette scène hyper marquante où il écrase un de ses propres hommes de main sous une montagne de graines, juste pour montrer à sa bande ce qui arriverait si jamais les fourmis se révoltaient. Le message est d'une clarté brutale. Il sait pertinemment que son pouvoir le tient qu'à une chose, la peur, et que les fourmis, largement plus nombreuses que ses sauterelles, pourraient l'écraser en un instant si elles cessaient d'avoir peur des représailles. Beaucoup de gens ont d'ailleurs lu dans ce personnage une critique assez directe des mécanismes d'oppression économique et coloniale, un système qui ne tient debout que parce que les opprimés n'osent pas se lever ensemble. C'est un des films Pixar les moins regardés aujourd'hui, mais son méchant mérite clairement plus de reconnaissance. Et maintenant, gardons le meilleur pour presque la fin, parce qu'il faut quand même en parler, Syndrome dans Les Indestructibles. Si tu demandes à n'importe quel fan de Pixar son méchant préféré du studio, il y a de grandes chances que ce nom sorte en premier. Et honnêtement, il coche absolument toutes les cases du méchant parfait. Sa backstory est limpide. Gamin fanboy de Monsieur Indestructible, rejeté brutalement par son idole parce qu'il était trop jeune, trop maladroit, il jure de se venger de tous les super-héros. Un lien émotionnel fort avec le héros dès le départ, qui force justement Monsieur Indestructible à se remettre en question sur son propre égoïsme et sur le fait qu'être un héros solo peut littéralement briser des vies. Syndrome, c'est un vrai super vilain de comics dans l'âme. Hyper intelligent, misant tout sur la technologie plutôt que sur la force brute, avec ses gadgets dingues, son robot géant, sa base secrète planquée dans un volcan. Le design est excentrique à souhait, ses cheveux en forme de flamme et cette fameuse cape qui va littéralement causer sa perte dans une des morts les plus mémorables de tout Pixar, aspirée dans le réacteur d'un avion. Il est machiavélique, il manipule l'opinion publique pour sa propre gloire, il n'a aucun scrupule à mettre des enfants en danger. Bref, tout le monde l'adore, certains fans vont même jusqu'à défendre ses motivations et à dire qu'il méritait de gagner. Et c'est justement en comparaison directe avec lui que la méchante des Indestructibles 2, Evelyn Divor, se retrouve écrasée par les attentes. Pourtant, sur le papier, elle avait de bons ingrédients. Une méchante à twist façon Monstres et compagnie, présentée d'abord comme sympathique pendant qu'on soupçonne son frère d'être l'antagoniste, une backstory tragique façon Lotso, avec un père tué pendant qu'il attendait désespérément que des super-héros viennent le sauver. Elle veut retourner l'opinion publique contre les héros, elle crée même un alter ego, l'hypnotiseur, qui manipule les gens à travers les écrans. Un écho assez direct à notre rapport moderne à la technologie. Sauf que dans les faits, ça ne fonctionne pas du tout. D'abord parce qu'elle arrive juste après Syndrome, ce qui est franchement un handicap de base. Mais surtout parce que le film ne l'exploite jamais vraiment. Ses actions n'ont quasiment aucun impact réel sur l'intrigue, les questions qu'elle soulève sur la place des super-héros dans la société ne sont jamais vraiment traitées, et surtout, elle ne pousse jamais les héros à évoluer, alors que c'est justement la marque de fabrique de tous les grands méchants Pixar qu'on vient de citer. Le film préfère se concentrer sur les pouvoirs comiques de Jack plutôt que sur les vraies contradictions du personnage. Ça prouve un truc essentiel. Avoir un bon concept de méchant, ça ne suffit jamais. Encore faut-il savoir quoi en faire à l'écran. Alors au final, est-ce que Pixar a vraiment besoin de méchants pour raconter de bonnes histoires? Pas forcément. Le monde de Nemo n'en a pas, le premier vice-versa non plus. Soul, En avant, Lucas, Alerte rouge, Élémentaire, aucun de ces films ne repose sur un antagoniste classique, et pourtant ce sont souvent des réussites émotionnelles énormes. C'est même une tendance qu'on retrouve de plus en plus chez Disney en général ces dernières années. Donc non, un méchant n'est jamais obligatoire. Mais franchement, ça serait dommage de s'en priver complètement. Tellement ce studio sait en créer des mémorables quand il s'y met vraiment. Ce qui rend un méchant Pixar culte, on l'a vu ensemble aujourd'hui, ce n'est jamais juste le design ou les pouvoirs. C'est ce miroir qu'il tend au héros. Cette part d'ombre qui aurait pu devenir la sienne s'il n'avait jamais appris à changer, à pardonner, à grandir. Et ça reste une des plus grandes leçons que ces films nous ont enseignées depuis qu'on est gosse.